Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Voici les trois principaux titres de l'actualité de ce jeudi. Goma, la grande cité de l'Est de la République démocratique du Congo, est restée en alerte mercredi au lendemain de frappes d'avions et d'hélicoptères de combat sur les positions des rebelles du M23. Une reprise des combats a été signalée donc mercredi soir par des habitants interrogés depuis Goma vers la ligne de front située à environ 30 km au nord de la ville. Les détails dans un instant. En Ouganda règne le deuil et l'angoisse avec l'épidémie du virus Ebola. Depuis la mi-octobre, 2 districts ont été confinés avec couvre-feu nocturne, interdiction des voyages privés et fermeture des lieux publics. Le virus a été signalé également dans la capitale, Kampala. Nous reviendrons sur les ravages de l'épidémie au cours de notre édition. Enfin, en France, ce jeudi est marqué par une journée noire dans les transports parisiens en raison d'une grève de la RATP. Le métro parisien est quasiment à l'arrêt, si presque aucun métro ne roule à Paris. Les autres secteurs connaissent une mobilisation plus modeste. À la SNCF, le mouvement suivi par la CGT est moins suivi. Le trafic est normal sur les TGV et légèrement perturbé sur les intercités à la veille de ce week-end prolongé du 11 novembre. Je vous le disais dans les titres, Goma, la grande cité de l'Est de la RDC, est restée en alerte mercredi au lendemain de frappes d'avions et hélicoptères de combat sur des positions des rebelles du M23. Après une journée sans affrontement, une reprise des combats a été signalée mercredi soir par des habitants interrogés depuis Goma vers la ligne de front située à environ 30 km au nord de la ville sur la route nationale 2 au niveau de la localité de Rougari. Les détails avec Emeric Towing. Alors que les combats font rage à quelques trentaines de kilomètres de Goma à l'est de la RDC, toute la ville est en alerte. Mardi, des frappes aériennes de l'armée sur des positions des rebelles du M23 ont été signalées dans la localité de Rougari, non loin de la grande ville. Une escalade qui attise la crainte des populations. Il y a des détonations de bombes. L'armée pilonne les positions du M23 vers Boukima. Nous sommes fatigués. Un jour nous fuyons, le lendemain nous revenons. Ces bombardements créent un climat de terreur à Goma. Au lendemain de ces affrontements, la grande ville de l'Est reste vigilante. Depuis dimanche, des soldats de la MONUSCO et les forces de sécurité de la ville patrouillent dans les rues. Des hélicoptères et des avions de chasse survolent le ciel de la région. Objectif, sécuriser Goma face à l'avancée de la rébellion. La situation inquiète et préoccupe la communauté internationale. Mercredi, les chefs d'État kenyans et sud-africains ont évoqué la question lors de la visite de Cyril Ramaphosa au Kenya. Au cours de nos discussions, nous avons également abordé plusieurs questions touchant notre cher continent, notamment la situation en République démocratique du Congo, en Éthiopie, ainsi que le Sahara occidental. Nous sommes d'accord sur la nécessité de la paix et de la stabilité sur notre continent, ainsi que sur la fin des conflits au sein des États et entre eux. L'ONU a indiqué mercredi qu'au moins 180 000 personnes ont fui leur village depuis le 20 octobre, début de la nouvelle offensive du M23. Les patrouilles conjointes MONUSCO-police congolaise ne semblent pas rassurer les habitants de Goma qui accusent la force onusienne d'inefficacité face aux groupes armés qui pilulent dans l'est de la RDC. Avec la fin de l'opération Barkhane, les réactions sont très mitigées au Niger. En effet, Paris a confirmé hier avec un discours d'Emmanuel Macron depuis Toulon dans le Var la fin de Barkhane. Au Niger, une partie de la société civile et de l'opposition célèbre une victoire tout en exprimant tout de même de la méfiance. Écoutez. Nous avons dit, noir sur blanc, que nous n'avons pas besoin de la présence de la force française Barkhane au Niger. Parce que c'est une force qui est à la base de l'avènement du terrorisme au Sahel. Elle est à la base du problème, elle ne peut pas être une solution et responsable au problème. Voilà pourquoi nous exigeons le départ sans condition et immédiate de la force. Et le peuple nigérien, le peuple africain, le peuple sahélien va s'investir. Si Macron ne l'a pas encore compris, il le comprendra. Ils peuvent être réversés
verser dans la Task Force Takuba, ils peuvent avoir un nouveau nom, une nouvelle opération au Sahel. Donc ça ne change rien. Pour nous, c'est toujours les mêmes soldats qui sont là, ce sont les mêmes bases qui seront là. On considère que nous ne voulons pas de ces bases-là parce que jusque-là, nous n'avons pas de résultats probants. Nous nous posons des questions, à savoir, mais pourquoi ils s'entêtent à vouloir rester au Sahel? Je crois que leur présence est significative et ça ne peut que nous avantager. Nous souhaiterons qu'ils restent aux côtés de nos forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité du territoire. Et Dieu merci, aujourd'hui, on sait que vraiment l'accalmie est en train de revenir. Comparativement aux années, il y a 1 an ou 2 ans de cela, aujourd'hui, il faut le dire, vraiment Dieu merci, la paix commence à s'installer et on souhaite que ça continue. Au Tchad, les deux principaux opposants assurent se cacher pour leur sécurité. Les deux leaders des principaux mouvements d'opposition politique, Succès Masra et Max Lohangar, ont annoncé mercredi devoir se cacher, le premier à l'étranger, par crainte pour leur sécurité, 3 semaines après une manifestation de leur mouvement réprimé dans le sang. D'ailleurs, Succès Masra vient de réclamer à la Cour pénale internationale l'ouverture d'une enquête au sujet des événements du 20 octobre. Ce jour-là, la répression d'une manifestation avait fait officiellement 50 morts et plus de 300 blessés, mais les organisations assurent que le bilan est bien plus lourd. Le virus Ebola en Ouganda est loin d'être endigué. Un district du centre de l'Ouganda et celui voisin de Mubende sont les épicentres de la récente flambée d'Ebola. L'épidémie a été officialisée par le gouvernement ougandais le 20 septembre dernier. Ebola a depuis cette date fait 53 morts. Selon les chiffres officiels en date du 6 novembre. On fait le point sur la situation avec Valentine Exantus. Armé d'une pelle et aidé par quelques compagnons, cet octogénaire se résigne à creuser la tombe de son petit-fils. Ibrahim, âgé de 30 ans et père de 2 filles, est décédé des suites de la maladie à virus Ebola. Il fait partie des nombreuses victimes de l'épidémie qui ne cessent de plonger les familles ougandaises dans le deuil et l'angoisse. Le défunt est mon petit-fils. Mon fils qui s'appelle Sekinja était son père, mais il est décédé il y a longtemps. Il est mort le premier, maintenant son fils a suivi. Le garçon est mort d'Ebola et il est mort à l'hôpital de Mubende. À quelques 150 km de la capitale, la dernière souche du virus Ebola sévit toujours à Kansada et Mubende, l'épicentre de l'épidémie en Ouganda. Selon les chiffres du ministère ougandais de la Santé, 53 personnes ont perdu la vie et plus de 135 cas ont été confirmés. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, environ 7 personnes vont être enterrées et qu'elles sont toutes mortes d'Ebola. Malgré les mises en garde officielles de Kampala, certains ne percevaient pas encore l'ampleur de la maladie. Mais après avoir constaté la hausse des cas et des décès, le sentiment de terreur a submergé une partie de la population qui n'arrive plus à être rassurée et qui s'inquiète pour son avenir et celui de son pays. Au début, les gens pensaient qu'il s'agissait d'une blague. Mais après avoir entendu parler des décès et avoir vu les corps, ils ont été très méfiants et ont commencé à se protéger. Il n'y a plus autant d'opposants qu'avant, car ils ont très peur. Face à la gravité de la situation, la ministre de la Santé, Jeanne Ruth Assang, a exhorté les patients guéris à Mubende d'encourager quiconque présente des signes d'Ebola de courir vers le personnel médical pour être rapidement pris en charge. Et pour accélérer ce processus de prise en charge, les autorités ont installé des tentes d'isolement et de traitement dans les villages ruraux. Autre épidémie, le choléra qui sévit encore au Malawi malgré un ralentissement de sa propagation. La maladie a causé la mort de 214 personnes. C'est la plus grande épidémie de choléra de ces 10 dernières années. Elle montre tout de même des signes de ralentissement après avoir connu un pic au mois d'octobre. En septembre, l'Organisation mondiale de la santé a signalé une recrudescence inquiétante du choléra dans le monde. Après des années de déclin, le changement climatique s'ajoutant aux facteurs habituels tels que la pauvreté et les conflits, la maladie touche chaque année entre 1,3 million et 4 millions de personnes sur la planète, tuant jusqu'à 143 000 personnes.
Le Kenya et l'Afrique du Sud ont passé un accord d'exemption de visa. Les présidents de l'Afrique du Sud et du Kenya ont déclaré mercredi qu'ils avaient résolu un différend de longue date concernant les visas et que les Kenyans pourront se rendre en Afrique du Sud sans visa pour une durée maximale de 90 jours par année civile. Écoutez. Au nom du peuple kényan, j'exprime la reconnaissance du Kenya pour les progrès accomplis dans la mise en place du régime d'exemption de visa tant attendu entre le Kenya et l'Afrique du Sud. À partir du 1er janvier 2023, nous aurons un régime différent. Partons maintenant pour la COP27 qui a lieu en ce moment à Sharm el-Sheikh en Égypte. John Kerry a réaffirmé l'engagement des États-Unis à fournir une aide climatique. L'envoyé spécial américain pour le climat a prononcé un discours lors de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement à Dakar, appelant l'engagement de Washington à aider le continent à s'adapter au changement climatique. Écoutez-le. Aucun gouvernement au monde n'a assez d'argent pour accomplir la tâche de réduire les émissions. Alors pourquoi continuons-nous à feindre? Pourquoi continuons-nous à dire « nous devons faire le travail, voici notre objectif », mais nous n'avons pas les moyens mis en place pour l'atteindre? C'est pourquoi je suis si heureux aujourd'hui de me joindre à mes bons amis Raj Shah de la Fondation Rockefeller et Andrew Steer du fonds Bezos pour annoncer un nouveau partenariat visant à catalyser les fonds privés pour accélérer la transition énergétique dans les pays en développement. Et nous appelons cet effort l'accélérateur de transition énergétique. Écologie toujours, je vous propose de partir à la rencontre de Chibézé Ezekiel. Il est aujourd'hui le champion du militantisme écologique au Ghana. En effet, il est le fer de lance de la lutte pour les énergies vertes. Chibézé Ezekiel est connu notamment pour avoir empêché la construction d'une nouvelle centrale électrique à charbon dans son pays. Laurent Leleu. L'Afrique contribue à moins de 3% à la pollution responsable du changement climatique, mais elle est la plus gravement touchée par la crise qui en découle en Afrique. Cette déclaration du président kényan lors de son discours à la tribune de la COP27, Chibézé Ezekiel ne l'entendra pas. À 4000 km des salons de Sharm el-Sheikh où se déroule la COP, ce militant pour le climat ghanéen n'a pas besoin de grands discours. Parce que cette injustice climatique, il la subit quotidiennement. J'entends souvent dire que l'Afrique est responsable de moins de 3% des émissions de carbone pour toute l'Afrique. Et pourtant, c'est nous qui en subissons les premiers effets, ce qui signifie que nous avons besoin de plus de soutien, de plus de mécanismes d'adaptation pour pouvoir nous adapter à l'impact croissant des changements climatiques. Chibézé Ezekiel est le coordinateur de 350 G-Rock, une ONG environnementale locale affiliée au mouvement 350.org. Connu pour avoir résisté en 2013 face au gouvernement contre un projet de construction d'une centrale à charbon et d'un port, en 2016, il fera céder Accra, qui annoncera même un an plus tard que tous les nouveaux projets énergétiques seraient basés sur des énergies renouvelables. Comment nous industrialiser? En continuant à utiliser des combustibles fossiles ou en allant vers les énergies propres? Ce sont quelques-uns des problèmes auxquels nous devons faire face. Et l'Afrique, oui, veut se moderniser. Mais si vous voulez qu'on le fasse sans les combustibles fossiles, nous aurons besoin de la technologie nécessaire en ce qui concerne l'utilisation des énergies renouvelables ou propres. Pour avoir aidé à arrêter le projet de centrale à charbon dans son pays, Ezekiel reçoit en 2020 le prix Goldman pour l'environnement, une prestigieuse récompense pour les militants écologistes. Il continue d'encourager et de soutenir la participation des jeunes aux solutions climatiques par le biais de sa propre ONG, Strategic Youth Network for Development, une organisation qu'il a lancée en 2008. Si vous lisez l'article 11 de la Charte africaine de la jeunesse, vous verrez que les jeunes ont le droit de participer au processus décisionnel. Même au Ghana, en ce qui concerne la politique nationale de la jeunesse, il y a une disposition qui parle de l'inclusion des jeunes dans le processus décisionnel. Et les décisions à prendre vont être nombreuses pour inverser la tendance. Un rapport de Bloomberg NIF, publié mercredi pendant la COP27, a écrit que les investissements dans les renouvelables en Afrique se trouvent à un niveau alarmant malgré le potentiel énorme du continent et se traînent au plus bas depuis 12 ans. Et sans plus tarder, le reste de l'actualité internationale commentée par Laurent Mabou et Noël Ndong.
La justice guinéenne a ordonné mardi le gel des avoirs de l'ancien président Alpha Condé et ceux de 187 dignitaires de son régime. La décision fait suite aux injonctions de poursuite émises par le garde des Sceaux le 3 novembre dernier. L'ancien président qui poursuit son séjour à Istanbul en Turquie et ses co-accusés sont soupçonnés des faits présumés de corruption. Le parquet général a également instruit le tribunal de première instance de Kaloum à Conakry de procéder à une interdiction de sortie du territoire national de toutes les personnes mises en cause. En France, le niveau de risque de la grippe aviaire a été porté jeudi à un seuil élevé. Jusqu'ici, ce niveau était modéré, mais selon un arrêté publié au journal officiel, les autorités contraignent désormais les éleveurs à confiner leurs volailles. La Bretagne est le pays de la Loire, principale région de production, et le département des Deux-Sèvres étaient déjà soumis à cette obligation depuis la mi-octobre, mais l'épizootie a continué de se propager ces derniers jours. Après une saison 2021-2022 catastrophique et plus de 21 millions de volailles abattues, le virus a recommencé à frapper les élevages dès la fin juillet. De manière exceptionnellement précoce, la profession réclame le déploiement des vaccins en cours d'expérimentation en Europe. Le président russe Vladimir Poutine ne se rendra pas au sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20 qui se tiendra les 15 et 16 novembre à Bali en Indonésie. Il sera remplacé par son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Cette annonce intervient après plusieurs mois d'incertitude sur la venue de Vladimir au sommet du G20. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont le pays ne fait pas partie du G20, a été invité par l'Indonésie et pourrait s'exprimer virtuellement, tout comme le président russe. C'est aujourd'hui une journée noire dans les transports parisiens en raison d'une grève. À cause d'une nouvelle mobilisation de la CGT, presque aucun métro ne circule aujourd'hui à Paris. La grève est organisée à cause de l'appel de l'ensemble des syndicats de la RATP. Voici les revendications essentielles: l'augmentation du SMIC, l'indexation des salaires sur le coût de la vie, l'augmentation du point d'indice pour tous les fonctionnaires. On fait le point avec Mathieu Nicolas. Sur le quai du RER A ce matin, la foule n'était pas au rendez-vous. En ce jour de grève, seulement un train sur 3 circule en moyenne sur cette ligne. Mais Élise, étudiante, s'étonne de la faible affluence. Non, je pensais qu'il y avait beaucoup de monde, mais au final, tout se passe bien. Même chose pour Bastien, en alternance, qui n'a pas rencontré le moindre problème. Étonné, oui. Après, je pense que tout le monde pose un peu son télétravail. J'ai eu la possibilité, mais je ne l'ai pas pris, mais voilà. Même si ces usagers n'ont pas eu de mal à emprunter les transports en commun, pour d'autres, c'était le chaos ce matin. Comme sur ces images où à Saint-Denis, la station n'était pas ouverte. Les syndicats demandent une augmentation des salaires et une amélioration des conditions de travail via des recrutements. Prévus depuis longtemps par tous les syndicats du groupe, l'objectif de ce jeudi de mobilisation était clair: 0 métro, 0 RER. Alors en gros, nous on a calculé, c'est qu'il manque 300 € par mois, 300 € brut, bien sûr, on parle en brut, avec cotisation. Au regard des 13% en fait, d'inflation qu'il y a depuis 10 ans où on n'a pas eu d'augmentation de la valeur du point, un peu comme les fonctionnaires, la valeur de l'indice. Donc au moins 300 € sur 2022 avant d'entamer les négociations obligatoires de 2023. Et puis après, un recrutement. Eux, ils avaient envisagé de supprimer 2000 postes dans le cadre de l'ouverture à la concurrence d'ici 2025. Eh ben, il va falloir encore une fois faire un moratoire et réengager à niveau les effectifs. Même si par endroits des trains circulent, la grève de ce jeudi est perçue comme un moyen d'envoyer un signal au probable futur patron de la RATP, l'ex-premier ministre Jean Castex. Nous ne sommes que le 9 novembre, mais c'est déjà l'inauguration des vitrines de Noël du printemps. La magie des fêtes de fin d'année s'est emparée du boulevard Haussmann. Cette année, le printemps est le premier grand magasin de ce spot iconique à dévoiler ses vitrines de Noël. À partir donc d'hier soir, donc le 9 novembre, on pouvait donc admirer ces merveilleuses vitrines tout en s'élançant dans la course aux cadeaux de Noël.
C'est la fin de ce journal, mais restez avec nous. Le programme continue sur Télésud. Quant à moi, je vous retrouve dès ce soir pour de nouvelles informations. À toutes et à tous, une excellente journée.